Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. TL numéro 13, ici on parle de breakout, c'est-à-dire que la dernière fois on a vu l'accumulation, la structure qui fait la jonction donc entre une structure de marché de range et une structure en tendance. Le breakout, c'est vraiment le point de jonction, le point de friction, le moment à partir duquel on passe vraiment de l'un à l'autre. Donc le précédent étant la préparation et le suivant étant donc le passage à l'état de tendance, là où on va donc pouvoir initier ce qu'on appelle le suivi de tendance. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne suit la tendance que quand elle existe. La pattern d'accumulation, même si je l'ai mis dans l'englobant du suivi de tendance, en soi, elle reste, comme on l'a dit, et c'est important que vous compreniez ça, une pattern spéculative. C'est donc un risque et une prise de risque spéculative qui doit être mise en conséquence sur les trades en accumulation. Le trade en breakout, c'est là où les choses vont devenir plus intéressantes, mais encore une fois, un breakout restera un trade spéculatif et non pas donc considéré purement et simplement comme un suivi de tendance, dans la mesure où le breakout restera spéculatif tant qu'on ne l'aura pas validé, confirmé. Donc l'objectif du suivi de tendance, ça va être de détecter le moment du breakout, de confirmer ces niveaux de validation, enfin, d'atteindre ces niveaux de validation et de confirmation pour avoir là une probabilité quasi certaine d'obtenir la tendance derrière. En tout cas, le fait que, comme on l'a dit, une des deux contreparties sera quasi inexistante dans le marché pendant une durée variable, mais encore une fois, qui ne représente pas l'état dominant du marché, puisque normalement la tendance étant un état entre guillemets plus ou moins prévisible, donc non pas un état de chaos, mais un état de pseudo-intermédiaire entre deux zones de chaos, on a bien compris que ces zones où le chaos est plus ou moins maîtrisé entre guillemets, sont des zones quand même relativement faibles. Donc tout comme dans un range, il n'y a qu'une très faible portion des prix qui peut représenter une gestion du risque intéressante en trading, eh bien c'est la même chose, la tendance, ça représente une très faible proportion des prix, et donc évidemment sa rareté en fait sa qualité, et aussi le fait que ça puisse être rémunérateur. Bref, donc aujourd'hui on parle de ce point de jonction, comment on le trouve, quels sont ces niveaux, donc validation, confirmation dont je vous ai parlé, et tout ça. Allez, on part sur un PowerPoint là encore pour un petit support, parce que comme c'est une partie technique, c'est toujours plus intéressant d'avoir les choses écrites pour vous. Ok, alors évidemment, j'ai un petit souci. Ah non, pardon, voilà, hop, désolé, c'est juste que j'avais pas mis en plein écran. Donc, ici, tout comme toutes les patterns, on partira donc toujours, en tout cas je vais garder cette récurrence, du schéma global. Donc ici, pour la partie breakout, on se situe donc juste après la partie accumulation, en toute logique, hein, ça va de soi. Donc deux breakouts dissimulés ici dans ce graphique-là, celui-ci et celui-ci, donc qui font suite aux deux patterns d'accumulation dont on a parlé la dernière fois. Donc l'accumulation, petit rappel, qui se fera ensuite d'une tendance existante, donc celle-là, oui, voilà. Ah ben non, vous voyez pas mes doigts, bon je suis con. Pardon, celle-ci, ok, la deuxième accumulation, donc celle qui fait suite à un mouvement tendanciel existant, donc celui-ci, qui fait phase de consolidation, construit un point bas majeur plus haut que le précédent et reconstruit un nouveau breakout en poursuite du mouvement précédent, ok. Vous avez donc l'autre cas de figure où on vient d'un mouvement vendeur, on construit une phase de range plus ou moins longue, et on va ressortir dans le sens opposé. Bon, nous, dans la façon dont on va trader ces deux breakouts, en soi, là, ici, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas scinder deux types de breakouts en fonction de deux types d'accumulation. On va juste, par contre, noter que, évidemment, dans chacun de ces contextes, la probabilité de succès du breakout est quand même conditionnée au fait que, stratégiquement parlant, comme on en avait parlé avant, il y a un ratio à peu près de 60-40, 70-30 sur la probabilité, normalement, donc qu'un range soit sorti dans le sens de son entrée précédente. Autrement dit, si on en rentre par le bas, on en sort généralement par le haut. Ok ? Mais ça reste un ratio, comme on l'a dit, souvent un petit peu bullshité et on va dire fantasmé, du coup la tendance ressort plutôt dans le sens de la tendance. Oui, non, ça reste quand même 30 à 40% de probabilité que ce soit pas le cas, et on peut clairement pas parier avec de telles probabilités. Voilà, donc ici, ce qui est important encore une fois, on est toujours dans le suivi de la tendance, donc le breakout, il y aura une notion multi-time frame absolument obligatoire à maintenir ici sur ce type de marché. Par contre, pas nécessairement de la même façon qu'avant, c'est-à-dire que là, on va se servir en soi du multi-time frame plutôt pour aller, en théorie, valider la potentialité qu'une tendance puisse émerger. En théorie ici, c'est plutôt s'assurer que le rendement escompté par la tendance ou le renversement dans une tendance opposée soit là. Parce que souvent, effectivement, c'est là où l'erreur, rappelez-vous, on ne traite pas dans des ranges, etc. Si vous dézoomez pas sur le T supérieur pour vous assurer qu'il y a de la place, que ce soit à l'intérieur d'un range ou effectivement
on le verra, il faudra parfois dézoomer 2 time frames au-dessus. Rappelez-vous, la tendance se joue sur 3 time frames. Donc voilà, s'assurer de ne pas être dans un range pour pouvoir donc maintenir un potentiel de rendement suffisant pour la formation d'une tendance. Sinon, tout ce que vous obtiendrez, ce seront des breaks de range, c'est-à-dire des cassures avec accélération du rythme, mais à l'intérieur d'un range où généralement, donc, on va squeezer la partie médiane du range pour se retrouver dans la partie supérieure. Donc là, c'est vraiment quelque chose de totalement différent et c'est pas du tout de ce type de breakout dont on parle ici. Cette pattern de breakout dont on parle, c'est le point de jonction entre la sortie d'un range et la création d'une tendance. Voilà. Donc bien comprendre que là, ce qui va nous intéresser, c'est de bénéficier de cette sortie directionnelle et volatile d'une structure de range, ce petit état, comme on l'a dit, d'un petit peu d'ordre au sein du chaos, où là, entre guillemets, on va avoir, même si c'est faux en soi et que ça reste une illusion, une partie du prix dans lequel on va pouvoir prévoir raisonnablement la poursuite dans le sens directionnel précédent. Donc, encore une fois, normalement, on ne peut pas prédire l'avenir, mais dans une tendance, on peut dire, on sera probablement plus haut dans quelques bougies. Voilà. Donc c'est un peu ça, cet état d'ordre qu'on peut imaginer dans le chaos, et le fait aussi que du coup, cette période tendancielle est généralement relativement courte, le marché tend toujours vers le chaos et le désordre. Ok, l'accumulation, la structure dont on a parlé dans l'émission précédente, n'est pas absolument pas obligatoire. Et alors ça, voilà, il y a beaucoup de breakouts qui vont se produire sans accumulation préalable. Par contre, l'accumulation préalable favorise la sortie du breakout, en tout cas le suivi de son breakout. Donc une accumulation avant un breakout, ça augmente mécaniquement et relativement significativement la probabilité du breakout d'être suivi par les autres opérateurs de marché. Mais voilà, il y a plein de cas de figure où il n'y aura pas d'accumulation, soit parce qu'on est pressé, parce qu'il y a un catalyseur, soit parce qu'il y a un empressement par manque de patience des investisseurs, et ça c'est généralement le cas si on a affaire à une tendance du T supérieur, et particulièrement 2 crans au-dessus. Comme on l'a dit, si vous êtes en daily, que vous avez un range mature, et que vous avez affaire à des tendances de fond mensuelles toujours non matures, c'est-à-dire qui ont encore du potentiel, et souvent vous avez cet effet d'empressement où on se dit allez vite vite vite, et du coup on bâcle un peu le travail, mais on prend pas nécessairement le temps de faire une accumulation bien académique et on se remet immédiatement dans le sens de la tendance. Mais c'est souvent là lié à l'impatience des investisseurs, se disant bon allez c'est bon, de toute façon c'est boule, on va pas perdre du temps, voilà. La sortie en breakout d'un point de vue technique, d'accord, ce qui va nous intéresser pour identifier la zone, c'est tout simplement une zone de cluster technique extrêmement dense où vous allez retrouver normalement des lignes de tendance. La troisième borne de range, en tout cas, elle sera pas trop loin en général. Vous allez trouver des fins de cycle, d'accord, vous allez trader un canal de tendance, les bornes de contexte, etc. Et l'objectif va être de traverser tout ça. Alors, évidemment, en général, quand on parle de cluster, tout n'est pas forcément au même endroit. Mais bien, il faut dire, des fois, la troisième borne va être bien plus haut que le niveau de cassure. Mais bon, voilà, il faut essayer d'agglomérer un maximum de ces informations dans une zone qui soit relativement proche. Donc, le principe étant de venir terminer un cycle proche de une ligne de tendance bien visible, le canal de tendance, le canal de contexte, etc. Et tous ces éléments techniques qui normalement s'agglomèrent vers ce point de friction où normalement justement tout le monde le voit et tout le monde se dit bon allez c'est bon, c'est pas la peine de le vendre ou c'est pas la peine d'acheter, et dans ce cas-là on traverse le niveau et c'est là qu'émerge donc la confirmation de la disparition d'une des deux contreparties. Autrement dit, on favorise la création d'un cluster tellement visible que tout le monde le voit, et c'est là qu'on va donc pouvoir tester la résilience d'une des deux contreparties. Et si elle ne se présente pas comme on l'entend, eh bien ça montre qu'elle n'est pas présente, et on a donc cette disparition d'une des deux contreparties qui crée généralement une aspiration très rapide. Et le marché comprend qu'il faut quitter la zone pour se diriger vers une autre zone de prix, qui est, je vous le rappelle, le principe de la tendance, quitter la zone A pour se diriger vers la zone B. Ok, donc bien comprendre ici qu'un breakout, ça se prépare, pas nécessairement avec une accumulation, mais ça se prépare avec un range. Il n'y a pas de breakout s'il n'y a pas eu au moins une phase de range, c'est-à-dire au moins une troisième borne de range sur l'UT local. Alors il y a évidemment toujours des cas de figure qui permettent de transgresser ces règles dans des cas très extrêmes et très rares, où évidemment là on va avoir un marché tellement catalysé par une énorme news que le time frame va être complètement squeezé. Mais dans la nature, on va plutôt utiliser ces règles-là, qui ont quand même une très bonne probabilité, donc attendre un range mature, l'accumulation, on va dire recommandé, mais clairement pas obligatoire, et évidemment ça permet au bout d'un moment de préparer ces structures en breakout. Et c'est vraiment important que vous compreniez ça. La structure en breakout qui est tradée uniquement parce qu'on voit les prix accélérer, c'est une très 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 mauvaise chose. En soi, les prix peuvent accélérer pour de maintes raisons. La question, c'est que quand on a la conjonction de ce cycle, de ces éléments techniques-là, c'est-à-dire la fin d'un cycle, et au lieu de voir le cycle des opposants se mettre en place, on a affaire à une cassure
structure de leur cycle et accélération à travers un cluster de niveaux techniques clairement identifiables, ça par contre c'est un breakout. Autrement dit, prenez le temps de ramasser les informations, on saute pas sur le prix juste parce qu'il accélère. C'est souvent l'erreur que font beaucoup de gens de se dire ah breakout machin, ok je vois vite fait une trendline et puis en fait on vérifie pas sur l'UT supérieur qu'il y a un potentiel de rendement et on se met à trader des breakouts au sein d'un range, bref on fait n'importe quoi, on vérifie pas qu'il y a eu une accumulation pour vérifier sa probabilité de sortie, etc. Et en plus de ça, souvent la plupart des gens qui tradent en breakout n'ont aucune structure de gestion du risque associée à ces trades, et ça c'est ce dont on va parler juste après. Donc on s'y met, d'accord, la gestion du risque d'un breakout. Alors là, bon évidemment chaque trader a un petit peu sa gestion du risque, là je vais vous présenter la mienne. Comme toujours, j'ai énormément structuré ce truc là pour que ce soit d'une part très pédagogique, mais tout encore surtout très statistique et très rationnel. Alors, en tout cas, voilà. Donc la structure que je vais vous proposer ici, alors j'espère que vous arriverez à le voir. Je vous conseille quand même donc de bien quand même zoomer l'écran. J'ai fait au maximum de ce que je pouvais, mais voilà. Donc ce qui est important, c'est encore une fois donc de faire son travail préparatif avant même d'arriver sur la zone de breakout. D'accord, il faut penser déjà à tracer sa trendline. On a normalement affaire à un range mature, donc la première des choses, c'est d'identifier ce range mature et de compter ses bornes. D'accord, donc ici, on a affaire à la première borne, la deuxième, la cassure, le renversement du contexte, la troisième, la quatrième et cinquième. Donc là, on a bien un range mature, ok. On trace ces trendlines, donc une ici et une là. Bon, ici, je n'ai pas mis la deuxième parce qu'elle n'a pas d'intérêt quelconque dans notre sens. Mais le principe étant donc de regarder ça. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On va tout de suite regarder sur 1 et 2 time frames au-dessus. Le premier, le time frame supérieur pour s'assurer qu'on n'est pas dans un range d'UT supérieur. Et le time frame 2 crans au-dessus pour vérifier si oui ou non il y a l'existence d'une tendance toujours en cours. Si on est toujours en cours de tendance 2 UT supérieure, la probabilité de sortie haussière est absolument supérieur. Dans ce cas-là, on va favoriser les accumulations haussières. Mais, encore une fois, avant même de trader et de penser breakout, on pense accumulation. C'est-à-dire que quand on est à ce stade-là, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va former une accumulation ou est-ce qu'on va retourner à la borne opposée? Là, on voit bien qu'on a un espèce de range un peu bizarre qui se forme. On retrouve bien un range mature qui n'arrive pas à atteindre le contexte opposé, qui échoue sur le canal de tendance avec les signaux de tendance. C'est le même exemple que celui qu'on a pris précédemment. Donc là, il y a bien le trade d'accumulation. Donc là, dans le cas de figure dans lequel on est, on se dirait, ok, trade d'accumulation. On attend donc la fameuse information dont on parlait avant, le cluster technique qui pointe vers une zone très dense, et on va regarder comment les choses réagissent dans cette zone-là. Et bien ici, franchement, on ne peut pas faire plus académique. Vous avez bien donc la cassure de cycle qui est matérialisée par cette pattern. Ah, par contre, là, l'algorithme détecte la probabilité que ce soit juste une breakout de range. Donc attention, c'est pas pour autant que ce soit que ce sera rédhibitoire, mais on va dire c'est moins cool que les petites croix qui laissent évidemment la probabilité assez forte pour qu'une tendance émerge à partir de là. Là d'ailleurs, dans le cas de figure dans lequel on était, cette pattern a été très très intéressante puisqu'elle vous dit ok, vous enflammez peut-être pas trop, on va peut-être ranger un petit coup avant de partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'ici on a eu un léger échec, on va dire au point de départ, avant d'entériner le vrai départ de la tendance. Ok ? Bon, encore une fois, généralement ici vous allez trouver surtout des breakouts classiques, c'est-à-dire des petites croix. Hop. Donc voilà, ici le breakout, on voit bien de toute façon le cluster technique qui se met en place, toutes les trendlines qui convergent vers cette zone-là, et ici donc la fin d'un cycle acheteur, le marché pousse, et théoriquement ici dans un marché normal, on aurait dû avoir un cycle vendeur, la rupture de ce cycle traduit donc l'entrée en phase de breakout. La phase de breakout, encore une fois, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est pas juste de voir le point de rupture, c'est de mesurer d'abord la récurrence et l'occurrence technique, c'est-à-dire le fait de rassembler les informations techniques dont on a parlé. Est-ce qu'on trouve une trendline? Oui. Est-ce qu'on trouve la troisième borne de range dans cette zone technique, ce qui permettra d'augmenter la probabilité de suivi de ce breakout? Et dans certains ranges qu'on tradera dans les parties plus travaux pratiques, vous verrez que parfois il y a des zones où dans le range, la troisième borne de range se trouve très loin et ça traduit la forte probabilité d'une fausse cassure et la création d'un range d'UT supérieur. Bref, on reviendra dans tous ces cas pratiques, mais le positionnement de la troisième borne de range en conjonction avec une trendline, etc., ça augmente considérablement la probabilité et la volonté de ce marché de traverser l'ensemble de ces niveaux
d'un coup. Donc ici, phase de breakout, et c'est là que va entrer donc toute la partie beaucoup plus intéressante, et celle que beaucoup de gens, entre guillemets, oublient, et c'est là que c'est dommage, c'est de se dire, le breakout, c'est bon, c'est une fois que c'est fait, on n'a plus de structure, on achète, on sait plus où on sort, on sait pas où on gère son risque, etc. On fait un peu n'importe quoi, on y va au pifomètre, quoi. Donc là, attention, c'est pas comme ça qu'on trade un breakout, en tout cas de manière professionnelle, on a une stratégie toujours, on trade jamais en mode je sais pas trop où je vais, voilà, toujours une structure, des règles, et on répète l'opération un grand nombre de fois en respectant cette structure. Donc, moi la structure que j'utilise dans le breakout, c'est celle que j'appelle le ratio 1 pour 1. Tout simplement pour des raisons techniques dans lesquelles ici je ne rentrerai pas pour éviter que l'émission dure 1 heure, mais il y a ce ratio spéculatif d'1 pour 1 qui revient à dire que les opérateurs tradant le breakout, généralement, vont chercher à obtenir ce ratio objectif. Je risque 1, je veux gagner 1. Donc, ça émerge tout simplement de ça, où en général, le positionnement du stop loss va définir l'espérance de gain derrière. C'est-à-dire que, comme dans un breakout, un vrai trader sait qu'on ne sait pas avec certitude si le breakout va être suivi, eh bien on va appliquer une gestion du risque qui est allouée à ce niveau d'incertitude, puisqu'on l'a dit, c'est le point de friction et la cassure technique du niveau ne conditionne pas l'émergence de la tendance. Okay, ce sera la poursuite au-delà de ces zones techniques, donc de prise de profit et de sécurisation du breakout, que si évidemment tout le monde continue, normalement on ne doit avoir que des prises de profit partielles, donc des petits replis qui sont normalement généralement peu suivis, et ensuite le marché reprend dans la direction du breakout. C'est bien ça la psychologie. Donc il faut comprendre qu'un vrai opérateur technique qui va trader en breakout, un vrai professionnel, il va pas trader en mode ok c'est bon putain je me suis gavé, j'ai tout compris, mais plutôt ok je vais vérifier que les autres font bien la même chose que moi, donc je vais en général, mécaniquement, trader ce ratio 1 pour 1, faire une gestion du risque sur cette zone-là. Généralement, un opérateur plus smart money va se faire ce qu'on appelle payer le stop loss, c'est-à-dire qu'en général, ici, on va récupérer une part marginale des profits, généralement entre un tiers et la moitié, et on va derrière se laisser porter par le reste de la position en ayant financé le stop loss. Ok? Donc, je vais vous expliquer ces trucs-là et pourquoi donc on a deux ratios 1 pour 1 sur un breakout. Le premier qui sert à la validation, le suivant à la confirmation et à la totale exacerbation et mise en place de la tendance derrière. Ok, donc ces deux ratios qui se placent évidemment sur deux time frames et c'est pas si compliqué que ça en soi à comprendre. Ok, donc bien comprendre que d'abord la première des choses pour bien comprendre ce fonctionnement, c'est de savoir positionner son stop loss. Alors moi la règle que j'utilise qui est très très simple, alors ici j'aurais un petit peu de mal, j'aurais peut-être dû zoomer, mais la règle à utiliser pour ma part c'est celle-ci, c'est-à-dire que le positionnement du stop loss se fait par rapport au canal de tendance, d'accord? Donc vous voyez les petites marches d'escalier du canal de tendance, ok? Le canal de tendance c'est l'UT supérieur, c'est-à-dire par exemple si vous êtes sur un graphique daily, c'est un canal qui va se mettre à jour toutes les semaines, d'accord? Donc en gros vous allez regarder les clôtures hebdomadaires quand vous êtes en train de faire un breakout daily. Ok, même chose, vous faites un breakout 4 heures, vous regardez les clôtures daily. Ok, vous faites un breakout horaire, vous regardez les breakouts 4 heures. Donc vous regardez l'UT supérieur et vous allez chercher la clôture la plus basse qui a été faite. Donc ici en l'occurrence c'était là, et vous allez placer votre stop loss ici. Ce qui fait que normalement entre le niveau de breakout et cette clôture la plus basse de l'UT supérieur, vous allez normalement retrouver ce fameux ratio d'1 pour 1. Et vous allez voir, tester sur vos graphiques, normalement vous verrez que tous les breakouts vont trader cette zone technique d'1 pour 1. Et ici il se passe toujours quelque chose. Les prix soit restent flat, soit retracent un petit peu, soit carrément des fois s'écroulent et reviennent tester le niveau de breakout. Là, en l'occurrence, ce qu'on a connu ici, c'est donc effectivement des prises de profit très importantes puisque on est revenu carrément tester le niveau de breakout avec un range mature d'UT inférieur. Autrement dit, on est revenu caler une accumulation de plus, parce qu'on avait donc une accumulation ici, on est venu en faire une deuxième. Alors ça arrive, et ça traduit dans le fait qu'il y a une tendance dans une tendance. Voilà, bon. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Mais ici, encore une fois, l'essentiel dans la gestion du risque, et ça on en parlera, c'est extrêmement important, c'est bien de comprendre que si vous cherchez à remonter votre stop loss trop vite dans un breakout, c'est là où généralement vous allez diminuer considérablement votre taux de réussite. Donc attention, c'est pour ça que pour moi la gestion du risque d'un breakout, ça se fait d'abord en payant le stop loss du breakout avec une prise de profit marginale et après, dans un second temps, on remonte son stop loss après avoir réussi à déborder ce ratio d'1 pour 1. Ok? Et généralement, je vais vous donner une autre astuce, vous pouvez utiliser le même ratio 1 pour 1 normalement sur l'UT contexte. Comme si vous réfléchissez, normalement, s'il y a eu accumulation, vous avez donc créé un range sur le canal de tendance, okay, dont vous sortez par le haut, en même temps que vous sortez par le haut d'un range d'UT contexte.
Donc, dans le cas où il y a eu une accumulation, vous pouvez placer le stop loss sur le canal de tendance. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Quand il n'y a pas d'accumulation, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, je vous recommande de ne pas utiliser ce ratio-là, mais d'utiliser directement le ratio contexte. Et ce que vous allez faire, c'est la même chose sur le contexte. C'est-à-dire que là, vous allez aller 2 UT au-dessus. C'est-à-dire là, on est sur un graphique daily. Il faut aller regarder les clôtures mensuelles. D'accord? Et vous allez prendre la plus basse clôture mensuelle. Elle est ici. OK? Donc la plus basse clôture mensuelle est là et vous allez reporter la même opération. Face au niveau de breakout, vous allez reporter cette amplitude au nord. Ça vous donne une deuxième zone avec un même ratio 1 pour 1, qui est ce que moi j'appelle la zone de confirmation. Dans le cas où il y a eu une accumulation, je valide sur le ratio tendance, je confirme sur le ratio contexte. Dans le cas où il n'y a pas d'accumulation, eh bien vous allez faire pas de validation et directement passer en confirmation. Autrement dit, vous validez et vous confirmez le trade en même temps puisque vous n'avez pas réellement la possibilité de faire une gestion du risque intermédiaire. OK? Dans ce cas-là, la règle, c'est tout simplement, comme on ne peut pas payer pour son stop loss, on garde son stop loss et on le mettra à break-even une fois qu'il aura atteint les objectifs contexte. Donc le report du range tendance, d'accord? Donc le report du range de l'accumulation, normalement, vous donne le niveau de validation, celui sur lequel vous devez payer votre stop loss, mais surtout pas le remonter à break-even. Parce qu'il y a de nombreux cas de figure comme celui-ci, où vous allez retracer le niveau et faire ce qu'on appelle un pullback troisième borne de range. C'est une pattern que je vous apprendrai plus tard, ok? Mais là, évidemment, c'est un trade où si vous avez remonté votre stop loss trop vite, vous allez vous faire stopper pour re-rentrer, ce qui est complètement con, puisque là, en l'occurrence, vous pouvez garder votre trade d'accumulation, votre trade de breakout, et prendre en plus de ça le trade troisième borne de range. Ok? Bon, ça c'est une autre pattern, on verra ça plus tard. On remonte son stop loss à partir du moment où le trade est confirmé, c'est-à-dire où on a atteint le ratio 1 pour 1, report d'amplitude du contexte. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez ça. Ok? Donc, on prend la borne du range précédente et on cherche la clôture la plus basse de ce dernier, on reporte l'amplitude et on obtient le ratio 1 pour 1 du contexte, la zone sur laquelle on confirme donc son trade. Là où on peut donc remonter son stop loss à break-even ou légèrement positif pour ceux qui le souhaitent. Ok? C'est hyper important que vous compreniez ça. Alors, on va évidemment utiliser autre chose, c'est-à-dire que normalement, pour vraiment valider, on doit avoir une accélération. Donc pour valider, il ne suffira pas d'atteindre le ratio 1 pour 1. Ce qui est important, c'est la façon dont on l'atteint. Normalement, on doit l'atteindre avec un mouvement relativement fort et catalysé. Donc ce qui va être important, c'est d'utiliser en plus de ça, la rupture du canal de tendance. C'est-à-dire qu'il faut que le marché arrive à tenir des clôtures significatives au-dessus des canaux de tendance. Là, en l'occurrence, c'est pile poil le cas. Hein. Donc là, on tient des clôtures au-dessus du canal de tendance, on atteint le ratio 1 pour 1, clairement validation du trade sur l'UT tendance. Mais pas encore de confirmation, puisque sur l'UT contexte, évidemment ici on retrace un peu, pas suffisamment pour invalider le breakout, on repart, là on tient bien des clôtures hors du contexte, on atteint le ratio 1 pour 1 contexte, trade confirmé, ici on peut sans problème mettre son stop à break-even, et l'objectif c'est bien de comprendre qu'il faut garder ces trades le plus longtemps possible. C'est la clé du rendement dans une stratégie de suivi de tendance. Apprenez à garder vos trades, c'est hyper important. Et votre capacité donc à maintenir le stop loss à son point initial au début. Ce sont les deux erreurs que je vois le plus dans les gens qui traitent des breakouts. Les gens qui vont remonter le stop loss trop vite pour être tranquille, aller genre « Allez, c'est bon, ça réagit, je suis chaud, maintenant je mets le stop à break-even et je peux... » Ben non, encore une fois, il y a un moment clé dans lequel la gestion du risque vous permet de dire « Oui, on ne retournera plus chercher mon trade en breakout », c'est clairement pas le moment où on atteint le premier objectif, mais plutôt le second. L'UT tendance. Enfin, l'UT contexte. L'UT tendance est simplement là pour réduire la prise de risque. Et donc, à ce stade-là, vous avez plusieurs options. Soit vous vous dites, je sens aucun risque, je fais absolument pas de prise de profit, je laisse l'intégralité de mon trade ouvert, mais je ne bouge pas mon stop loss. Option numéro 2, bon, je sais pas trop, et là, en l'occurrence, le breakout qu'on avait étant donc un breakout de range, ici, ça laissait clairement à penser, ok, paye ton stop loss, et après, on verra ce qu'il en est. Et là, en l'occurrence, tu payes ton stop loss, mais tu ne le remontes pas. Le marché retrace et te propose une belle opportunité en pullback troisième borne de range. Ici, on n'hésite pas à payer à nouveau. Autrement dit, la prise de profit qui a pu être faite ici, on n'hésite pas à la réinvestir dans le marché dans une pattern différente. Voilà. Entre guillemets, comment ça se passe? Je pense qu'on a tous les éléments pour passer en conclusion.
Alors, si je résume, le breakout, c'est une pattern qui se prépare. C'est extrêmement important que vous vous rappeliez de ça, d'accord? On ne traite jamais un breakout dans l'urgence. Et pourtant, ce sont les patterns qui génèrent le plus et qui triturent le plus vos biais d'impatience. Alors, j'espère qu'à ce stade-là, vous les avez déjà un peu travaillés, vos biais d'impatience. Donc, attention, le breakout est une pattern qui va les restimuler assez significativement. Donc, quand vous tradez le breakout, pas d'urgence. Si vous avez raté un breakout, voilà, en soi, c'est pas la fin du monde. Encore une fois, pensez toujours que ça ne fait pas partie des trades les plus rémunérateurs. C'est des ratios 1 pour 1, vous allez gagner pas mal d'argent, comme on l'a dit, vous pouvez gagner 1 sur 5 à peu près là aussi, tout comme l'accumulation, un petit peu moins que l'accumulation, mais le rendement escompté moyen de ces patterns est de 1 pour 4 ou 5, évidemment c'est conditionné au fait que vous les tradez correctement, c'est-à-dire que l'urgence du breakout fait que souvent vous allez trader n'importe comment, vous allez oublier de vérifier certaines infos, bref, vous allez tordre beaucoup trop de règles en même temps, et ça généralement, ça réduit mécaniquement, mais significativement votre taux de réussite. Donc encore une fois, une pattern qui procure un très bon risque ratio rendement, si vous détruisez son taux de réussite, mécaniquement ça ne sert plus à grand chose. Donc encore une fois, pas de breakout dans l'urgence, on prépare, on trace bien ses niveaux techniques, on sait qu'on va intervenir sur ce niveau-là, on sait ce qu'on veut. N'oubliez pas que si les cycles ne sont pas cassés, c'est très mauvais signe. On doit casser des cycles pour traduire le fait qu'une des deux contreparties ne prend pas position. Rappelez-vous, dans la psychologie de la pattern, c'est vraiment ça. On ne veut pas se positionner parce qu'on veut casser des niveaux, on se positionne parce qu'on voit bien que les opposants ne le font pas. Et on va se mettre à leur place, on va leur dire « Ok, vous venez pas trader ici, et ben on va vous pousser plus loin pour voir si vous voulez ». Ce plus loin, c'est généralement ce ratio 1 pour 1 sur le canal de tendance, dans le cas où il y a eu une accumulation. Et généralement, sur ce niveau-là, on vient tester la réponse des opposants. C'est de dire « Bon, ceux qui ont payé le breakout vont gérer leur risque, mais c'est aussi une opportunité éventuellement parfois pour que des vendeurs puissent rentrer ». Autrement dit, j'ai pas voulu trader le prix en dessous, mais bon, au final, au-dessus, ça m'intéresse de revendre. Si vous avez ces trucs-là, très simplement, vous allez avoir un breakout avorté. Un breakout qui va chercher son ratio 1 pour 1, puis au final, les vendeurs qui ne se sont pas positionnés avant vont se positionner après, et ils peuvent très bien reprendre la main. Donc la raison pour laquelle, à ce niveau-là, on fait une première gestion du risque, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut se faire en fonction de la nature des différents signaux que vous aurez dans la zone de ratio 1 pour 1. Si vous voyez des gros signaux bears, c'est clairement le moment de prendre une partie de vos bénéfices pour payer votre stop loss. Mais sans nécessairement vous dire c'est fini. C'est pas parce que vous avez des signaux vendeurs sur les zones de target qu'il faut se barrer. Encore une fois, à ce stade-là, il vaut mieux continuer dans le sens de son breakout, mais payer son stop loss. Et ne surtout pas avoir ce réflexe stupide de remonter le stop loss au niveau de break-even alors qu'on n'a encore pas confirmé la pattern. La confirmation se fait sur le report de l'amplitude globale du range qui a préparé le breakout, c'est-à-dire celui qui s'est formé sur l'UT contexte. Une fois que ce niveau est atteint, normalement, la probabilité d'échec du breakout est quasi nulle. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante, ça veut aussi dire qu'à ce stade-là, vous avez déjà mangé une bonne partie de la tendance. Donc voilà, rappelez-vous bien donc à ces stades-là, la tendance est donc validée, confirmée. Tout le monde sait qu'il n'y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs selon le sens dans lequel ça se met en place. Donc tout le monde va essayer de courir après les prix et généralement, on a cet effet d'emballement derrière qui se met en place où on a disparition de la contrepartie, certes, mais beaucoup trop de gens qui vont se mettre à trader avec des volumes et des leviers, et généralement, ça cause la fin de la structure par elle-même. Donc attention, encore une fois, quand on atteint normalement la target de contexte, il reste normalement des bénéfices à faire derrière avant le pullback, mais attention, vous êtes déjà normalement à ce stade-là à plus de la moitié de la structure de tendance. Voilà, donc rappelez-vous, la tendance, ça ne dure pas longtemps, c'est une offre à durée limitée, et apprenez toujours à naviguer ça intelligemment. Donc je répète, c'est très important que vous compreniez tout ça. Les éléments clés, c'est que si vous tradez des breakouts n'importe comment, en mode urgence, parce que vous avez l'impression que vous allez rater un truc, rappelez-vous et figez ça dans votre psychologie, le breakout n'est pas un trade dans lequel on trade en urgence, parce que en soi, il vaut mieux que vous ratiez ce trade-là, plutôt que de faire une connerie, parce que son ratio rendement est important, mais il nécessite un travail préalable pour éviter de faire n'importe quoi, et surtout d'éviter de trader les breakouts de range. Cela, vous allez vous faire péter les dents systématiquement, ok ? Le rendement d'un trade en breakout vient de votre capacité à laisser traîner le trade le plus longtemps possible et surtout à ne pas remonter votre stop loss trop vite. Voilà, vous savez tout sur les breakouts. Il faut structurer votre gestion du risque. Si vous tradez les breakouts en mode feeling sans savoir trop ce que vous visez, etc., si vous avez du mal à positionner ces ratios 1 pour 1, travaillez.
Rappelez-vous, il faut aller chercher les clôtures sur l'UT supérieur pour la tendance, sur 2 UT supérieurs pour le contexte. De toute façon, on reprendra tout ça dans de nombreux exercices qu'on refera dans le Discord ou sur les chaînes YouTube, etc., dans différents lives. On aura largement le plaisir de revoir les breakouts sous toutes ces coutures. Donc voilà, on travaillera évidemment cette mise en place des targets pour que vous sachiez le faire correctement. Mais normalement, vous avez toutes les règles dans cette émission. Ceci dit, on se retrouve pour la prochaine où on va parler, je pense, pullback justement. Comment est-ce que la tendance fragilise, ou en tout cas montre des signes de fatigue qui sont souvent précurseurs donc de l'atterrissage sur la fameuse zone B où la tendance va se neutraliser temporairement avant généralement de prendre une dernière petite vague d'euphorie qu'on appelle l'excès final. Mais ça, c'est pour les expérimenter, on verra plus tard. Bye bye!